La Guinée-Conakry, furieuse après les critiques de Paris sur les élections du dimanche dernier, l'ambassadeur de la France dans le pays a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères pour explication. L'Ouganda peine toujours à exploiter ses gisements de pétrole. Il y a pourtant 14 ans que le pays a découvert l'or blanc sous son sol. 2023 est la nouvelle échéance fixée par les autorités. Et puis en Bolivie, l'élection présidentielle du 3 mai prochain est reportée. Le scrutin se tiendra probablement au mois de septembre. C'est le tribunal spécial électoral qui a annoncé le report, raison évoquée la propagation du coronavirus. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ambassadeur de France en Guinée-Conakry a été convoqué ce mercredi par le ministre guinéen des Affaires étrangères. Cette convocation intervient après les critiques de la France sur les élections du dimanche dernier dans le pays. Les précisions. Le ministre guinéen des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français à Conakry ce mercredi après un communiqué de la France mettant en doute la crédibilité du double scrutin législatif et référendaire qui s'est tenu dimanche. Les échanges ont été fermes entre le ministre guinéen des Affaires étrangères Mamadi Touré et l'ambassadeur de France Jean-Marc Grosgurin. De sources concordantes, le communiqué du Quai d'Orsay, publié 2 jours après le vote et appuyé par l'Allemagne, était au centre des discussions. Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles, affirmait la déclaration. Ce jeudi, c'est l'Union européenne, cette fois, qui a repris en des thèmes similaires les observations de Paris, ajoutant que les actes de violence et l'usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre sont inacceptables. La veille, c'était au tour des États-Unis de demander au gouvernement guinéen d'enquêter de manière rapide et transparente sur tous les décès liés aux manifestations. Une douzaine de personnes au moins ont perdu la vie lors des troubles survenus dans la capitale Conakry et plusieurs villes de l'intérieur après le double scrutin législatif et référendaire. On parle à présent de la lutte contre les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 10 membres d'un groupe armé accusé de massacre de dizaines de civils en Ituri ont été tués. D'après une source militaire, leur chef a été grièvement blessé par l'armée congolaise. Le porte-parole de l'armée dans la région de l'Ituri a indiqué que l'armée a été attaquée par un convoi des éléments du groupe armé Ngudjolo dans le territoire de Djougou. Le chef rebelle Ngudjolo a été grièvement blessé lors du combat. Le bilan fait état de 10 morts, dont 7 gardes du chef rebelle. À l'occasion, un militaire a également été blessé. Ngudjolo est en effet le chef du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, très actif depuis juin dans le territoire de Djougou. Cette région du nord de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017. Déjà, plus de 700 civils y ont été tués dans un conflit digne d'un crime contre l'humanité, selon les Nations Unies. Dans cette région riche en ressources minières, un conflit communautaire avait fait plusieurs dizaines de milliers de victimes entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne. Un des enjeux majeurs du conflit actuel est le contrôle des terres par les Lendu, selon un rapport conjoint de la mission des Nations Unies au Congo et du Bureau des droits de l'homme, publié en janvier. Voilà donc pour ces précisions. Et puis direction le Burkina Faso, le nouveau coronavirus continue de courir dans le pays à cause de la pandémie. KPG confiné chez lui. C'est le contexte traditionnel. Excuse-moi. Wow. C'est bon?
Le nouveau coronavirus continue de courir au Burkina Faso à cause de la pandémie. KPG est confiné chez lui, mais le conteur traditionnel burkinabé a trouvé l'idée de diffuser ses spectacles en direct sur Internet. Il espère que ces comptes contribueront à divertir son public pendant ce temps de crise. Donné aussi qu'on ne peut même plus jouer des spectacles un peu partout dans le monde et que tous les spectacles ont été annulés, tous les regroupements ont été annulés, nous avons décidé en même temps de trouver une autre formule pour pouvoir partager toujours des moments avec notre public, avec, comme disent les musiciens, nos fans. Voilà. Alors que j'étais sur le point d'atteindre le milliard, tu comprends, hein? Pour partager aussi, pour qu'on puisse profiter de ces moments-là, de ces moments de conte pour voyager dans l'imaginaire et puis oublier les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous savons tous aussi que c'est une des raisons qui a fait que je n'ai pas voulu raconter des histoires qui ont un lien avec l'actualité pour sortir des gens de l'actualité et aussi penser autrement aussi la vie. Comme il n'y a plus d'espace pour raconter les histoires, pour nous c'est essentiel de pouvoir aussi continuer pour ne pas perdre la main, parce que moi en tant qu'artiste là j'ai besoin de ça, j'ai besoin aussi de continuer à transmettre les messages, continuer à transmettre les valeurs de notre culture, continuer à réhabiliter notre histoire. Un roulement de tonnerre, tout et puissant laisse jaillir plusieurs. 14 années après avoir découvert ces gisements de pétrole exploitables en Ouganda, pas une seule goutte d'or noir n'a été extraite. L'Ouganda n'a cessé de décaler la date prévue pour le début de l'exportation de brut, maintenant fixée à 2023. 1,4 milliard de barils de brut récupérables se trouvent sous les eaux du lac Albert. L'Ouganda dispose de la 4e réserve d'Afrique subsaharienne. Mais 10 ans après cette trouvaille, aucune raffinerie à l'horizon et aucune extraction n'a été effectuée. John Tundulu a été expulsé de chez lui au démarrage du projet. Aujourd'hui, il a du mal à finir les fins de mois. Le pétrole a changé ma vie, parce que maintenant, je meurs de faim. Avant cela, j'avais une vie correcte. J'arrivais même à gagner un peu d'argent en cultivant. Mais maintenant, c'est plus possible. Je n'ai nulle part où aller. Des compagnies pétrolières françaises, britanniques et chinoises gèrent les projets autour du lac qui sépare l'Ouganda de la RDC. Mais les divers partenaires peinent à négocier leurs accords commerciaux. Effectivement, quand on découvre des réserves, on espère mettre en production 7 à 10 ans après. Et là, on voit que les découvertes datent de 2006, donc on a quand même accumulé un certain nombre de retards. Le gouvernement s'attend à terme à engranger 1,5 milliard de dollars par an grâce à ces gisements. D'un point de vue technique, les projets sont prêts, mais les négociations commerciales sont toujours en cours. Mais nous sommes optimistes, parce que ce projet a été approuvé depuis plus de 30 ans. Plus de 7000 personnes ont été expulsées de leurs terres pour permettre la construction d'un aéroport et d'une raffinerie. Certains ont été relogés, mais d'autres attendent toujours des compensations. Ils nous avaient promis des titres de propriété pour nos terres, mais jusqu'à présent, ces terres ne nous appartiennent pas légalement. Nous ne sommes toujours pas les propriétaires. 6 ONG ont déposé plainte contre Total en France, accusant le groupe d'avoir dépossédé la population locale de ses terres. Autre inquiétude, les conséquences écologiques. Le projet pétrolier va traverser le parc des Murchison Falls. Le gouvernement estime avoir mis en place les mesures nécessaires pour protéger l'environnement. En Ouganda, 21% de la population vit dans une pauvreté extrême. Le pays compte sur le pétrole pour rembourser sa dette publique. Optimiste, il tape sur une production d'ici 3 ans. En Bolivie, l'élection présidentielle prévue le 3 mai prochain ne tiendra plus à cette date. Le scrutin vient d'être reporté par le tribunal spécial électoral. La propagation du coronavirus est à l'origine de ce report. Le tribunal suprême électoral propose au Parlement plusieurs dates pour l'organisation des élections générales entre le dimanche 7 juin et le 6 septembre 2020, selon la décision lue par le président de l'institution Salvador Romero. Au Parlement bolivien désormais de voter une loi entérinant cette proposition du tribunal, à qui il reviendra ensuite de choisir la nouvelle date du scrutin. Samedi, l'autorité électorale avait reporté sine die l'élection présidentielle
très attendue en Bolivie car elle vise à tenter de sortir de la crise post-électorale qui secoue le pays depuis plus de 5 mois. Cette annonce est intervenue peu après que le gouvernement bolivien, par intérim, a décidé de placer la Bolivie en quarantaine à partir de dimanche pour tenter de freiner la propagation de la pandémie. Mais une grande partie de la population a désobéi au confinement. La Paz a donc décrété mercredi l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 avril, renforçant la participation de l'armée et de la police au contrôle ainsi que la fermeture des frontières. Ce pays de 11 millions d'habitants a jusqu'à présent recensé 28 cas officiels de Covid-19 sans aucun décès. Les Boliviens étaient appelés aux urnes le 3 mai pour élire le successeur au président démissionnaire Evo Morales, désormais réfugié en Argentine. L'ancien président bolivien au pouvoir depuis 2006 s'était proclamé vainqueur du scrutin du 20 octobre pour un 4e mandat, mais l'opposition avait crié à la fraude. Après plusieurs semaines de manifestations et son lâchage par la police et par l'armée, il avait annoncé sa démission le 10 novembre et les élections avaient été annulées. Le président vénézuélien Nicolás Maduro reproche aux États-Unis, et en particulier à Donald Trump, la décision du ministère américain de la Justice de l'inculper, lui et plusieurs de ses principaux collaborateurs, pour un narcoterrorisme. Il a également qualifié Donald Trump d'escroc. Les précisions. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi l'inculpation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ce faisant, ils augmentent encore la pression sur les dirigeants socialistes dont ils souhaitent l'éviction. En réponse à ces accusations qu'il qualifie de fallacieuses, le dirigeant vénézuélien a traité le président Donald Trump de cow-boy raciste et suprémaciste. Le gouvernement de Donald Trump, dans une action extravagante, extrémiste, vulgaire et misérable, a lancé une série d'accusations fausses et fallacieuses. Alors je dis, tu es un minable, Donald Trump. Il n'agit pas seulement comme un cow-boy raciste et suprémaciste. Non, pas seulement comme ça. Il gère les relations internationales comme un escroc. Washington offre une prime pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information qui permettrait d'arrêter Nicolás Maduro. Outre le président socialiste, le numéro 2 du parti présidentiel, Diosdado Cabello, et plusieurs hauts gradés sont soupçonnés par Washington d'avoir formé vers 1999 le cartel de Los Soles, le cartel des Soleils, en référence aux insignes placés sur les uniformes d'officiers au Venezuela. Ils sont accusés de s'être associés à une organisation terroriste extrêmement violente, les forces armées révolutionnaires de Colombie, dans un effort pour inonder les États-Unis de cocaïne. Et ce sera la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.